Alors, bonjour, je suis le docteur Célestin Alexis Agbessi. Comme l'a souligné le docteur Fassino Pascaline, je suis médecin diplômé de médecine d'urgence. Donc, j'ai un diplôme spécialisé en médecine d'urgence, qui est ma spécialité originelle. Et en même temps, je conduis des travaux en ce moment en santé publique, ayant trait au Covid-19 en Afrique. Je suis donc au laboratoire du CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université de Paris. C'est une unité mixte de recherche entre l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et l'Université de Paris. Et je remercie le REMA qui effectivement m'a demandé de vous présenter le tri aux urgences, lors de ce premier panel. Tout d'abord, il faudrait savoir que nous n'avons pas, hein, je travaille à Paris, et donc la conception de la médecine d'urgence en fonction du lieu d'exercice est aussi différent selon les pays, selon les cultures. Et par ailleurs, même si l'histoire commune est relativement unique, il y a son application qui est faite de différentes manières dans les différents pays. Néanmoins, il y a une chose qui est certaine, c'est que la médecine d'urgence euh, désigne à la fois, hein, d'abord une situation, hein, contextuelle, en plus un jugement, hein, qui est porté sur une situation, c'est ce qu'on appelle l'urgence subjective, et enfin une action qui tend, en fonction de ce jugement, à y remédier, donc c'est la réaction. Nous allons voir que en y réfléchissant, on peut imaginer qu'effectivement une situation est urgente parce que jugée urgente, elle appelle une réponse urgente. Mais néanmoins, nous savons tous qu'une urgence, quelque chose de ressenti. Hein, et en fonction des systèmes de valeurs, donc des pays, des endroits où on est, la personne qui le jugement, ou en tout cas la sensation ou le sentiment d'urgence peut ne pas avoir la même valeur. Donc il y a un processus qui nécessite effectivement euh, une réponse adaptée à une question, à une demande, peut ne pas être complètement réelle. Et cela entraîne finalement ce qu'on appelle la systémique de la réponse en médecine d'urgence. C'est-à-dire que à toute plainte, toute demande, il doit y avoir une réponse. Que cette réponse soit rapide, immédiate ou différée, peu importe, il faut une systématisation de la réponse. Ainsi donc, on va arriver à la notion de médecine d'urgence, hein, qui est une spécialité à part entière aujourd'hui et qui a pour mission justement de répondre en permanence et de manière adaptée aux demandes, euh, parfois non urgents, parfois extrêmement urgents, parfois catastrophiques, des malades et des blessés. Et j'insiste bien sur le mot blessé, d'accord, jusqu'à leur orientation. La médecine d'urgence s'occupe donc de recevoir les malades ou d'aller les chercher sur leur lieu euh, de maladie ou de blessés, de les trier, d'accord, et de les emmener au bon endroit avec le moyen adapté pour avoir une réponse à leur pathologie. Et donc, bien entendu, ce critère est absolument indispensable. Toute personne, sans aucune sélection, je dis bien toute personne sans aucune sélection, qui est confronté, qui se retrouve devant un problème de santé, peut à toute heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accéder aux compétences des professionnels de médecine d'urgence. C'est extrêmement important parce que nous avons des catastrophes récurrentes dans le monde et il y a parfois des sélections de victimes, des sélections de blessés, des sélections de patients. Et ceci est incompatible avec l'éthique et la valeur morale de la médecine d'urgence et même de la médecine tout court.
C'est un rappel absolument circonstanciel que tous les hommes, en naissant libres et égaux, ont le droit d'avoir les soins les plus adaptés, les plus appropriés, en toutes circonstances, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Euh, c'est très vite hein, sur les fonctions essentielles et indissociables de la médecine d'urgence, c'est d'identifier et de hiérarchiser le premier recours aux soins, les besoins, selon des méthodes et des expertises adaptées absolument. Et enfin, mettre en œuvre les premières mesures diagnostiques et thérapeutiques en ce qui concerne les situations à risque vital ou fonctionnel. Il est bien évident que tous les patients ne reçoivent pas les mêmes soins en fonction de leur gravité et en fonction de leur position dans le triage. Et enfin, il y a une notion qui est capitale, qui n'est pas encore, je dirais, à la hauteur de ce que ça doit être dans nos pays, c'est la régulation et la coordination de la prise en charge des malades. C'est-à-dire que le triage, c'est aussi la régulation. C'est-à-dire que euh, le SAMU, par exemple, fait un tri téléphonique des malades et envoie en fonction les moyens adaptés pour que ces patients soient pris en charge de manière urgente et adaptée à leur situation en fonction des moyens de transport possibles. Et donc, il est absolument nécessaire que de l'urgence puisse comprendre une coordination, une orientation vers des structures, vers des filières, vers des réseaux qui peuvent se créer entre partenaires, entre hôpitaux, entre services, afin d'adapter les soins aux patients de manière concertée et surtout de manière à ce que tous les acteurs du système puissent se retrouver de façon beaucoup plus simple pour qu'il n'y ait pas de perte. L'histoire du triage, comme je l'annonçais un peu sur Twitter, c'est que le triage a commencé avec les guerres. Comme toujours, les guerres apportent des innovations, malgré les destructions, je dirais, catastrophiques, les destructions parfois nécessaires pour recréer de nouvelles choses. Les guerres apportent des solutions et les guerres, le triage a commencé avec le tri militaire, avec la question de savoir quels soldats récupérer. Quels sont les soldats qu'il faut sur le front, qui ont des chances de survie qu'il faut récupérer. Et dans les catastrophes, bien entendu, on cherche quelles sont les victimes à hospitaliser. C'est ce qu'on appelle la catégorisation de l'avant. Donc c'est aussi un tri. La régulation médicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, procède par la médicalisation des patients en utilisant des scores d'aide à la décision. Et enfin, la question qui m'a été posée, c'est de savoir l'accueil des services des urgences, quels patients prioriser et quelles sont les échelles de triage. Mais j'ai voulu passer par toutes les phases finalement du triage afin de montrer l'exhaustivité de l'idée et de la méthodologie du triage, puisque c'est ce qui nous intéresse essentiellement, puisque il faut adapter, il faut rendre adéquats les besoins et les ressources. Les besoins, c'est pour les malades, les ressources, c'est ce dont nous disposons pour travailler et soigner les malades. Donc, le triage est un processus généralisé en médecine d'urgence. Euh, les urgences préhospitalières utilisent le SAMU, d'accord, à travers la régulation médicale. Quand on parle du 15, hein, le fameux numéro 15, c'est donc le SAMU, hein, qui est le service d'aide médicale urgente, d'accord. Euh, c'est juste un numéro avec des médecins, avec des ARM, ce qu'on appelle des assistants de régulation médicale, ou des PARM, hein, qui permettent justement d'avoir un tri téléphonique et d'envoyer les patients selon les moyens de transport disponibles, soit le patient va à l'hôpital avec ses propres moyens, soit le patient, on lui envoie une ambulance,
soit le patient, on lui envoie les pompiers, ou soit le patient, on lui envoie le SMUR, qui est le service médical d'urgence et de réanimation. Vous voyez, donc en fonction du tri du patient, donc de son niveau de gravité, les moyens qu'on lui envoie, ou en tout cas qui sont mis en œuvre pour l'envoyer aux urgences hospitalières, dépendent de la gravité du patient et jusqu'à ce qu'on peut envoyer des patients, on peut envoyer des hélicoptères, on peut envoyer ce qu'on appelle le transport sanitaire aérien, on peut envoyer ce qu'on appelle des VL, donc des véhicules légers, simples. On peut envoyer des VSAV, qui sont des véhicules de secours et d'assistance aux victimes. On peut envoyer le SMUR médicalisé avec tout un camion qui comprend tout le matériel de réanimation nécessaire. Et le patient va aller à l'hôpital où il sera revu, retrié par l'IOA et le médecin référent euh, afin d'avoir une orientation à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. De la même manière en médecine de catastrophe, et je vais vous parler tout d'abord de la médecine de catastrophe afin que vous voyez de manière pratique, conceptuelle et pratique le tri dont je suis en train de vous donner un aperçu. L'histoire du triage, c'est d'abord l'histoire de la médecine militaire, c'est d'abord l'histoire de la médecine de l'avant. Hein. Quand on dit l'avant, c'est le front hein, en langage militaire. La médecine de l'avant est créée par les chirurgiens de l'Empire. Il faut imaginer l'Empire français, hein, l'Empire napoléonien, hein, puisque l'Empire français c'est essentiellement Napoléon, au début du 19e siècle avec le trait militaire. Un chirurgien militaire célèbre, hein, le docteur Larrey, qui était chirurgien en chef de l'armée, crée d'abord les ambulances volantes. Hein, c'est extrêmement intéressant, volantes, parce qu'elles vont d'un endroit à l'autre et elles vont dégager les soldats blessés du feu pour les conduire aux unités chirurgicales. Il faut savoir que pendant les guerres napoléoniennes, on utilisait déjà les canons, on utilisait les armes à feu, on utilisait les épées et les plaies essentiellement étaient des plaies chirurgicales. On est quand même dans la guerre. Les gens mouraient d'autre chose, hein. Ils mouraient de choléra, de dysenterie, de palu lors de la campagne d'Italie, de froid lors de la campagne de Russie, mais lors des confrontations, lors des batailles, ce sont des plaies chirurgicales, soit par arme blanche, soit par arme à feu. Et donc ce sont des plaies chirurgicales. Et donc des plaies hémorragiques. Et il fallait emmener, sauver les jeunes soldats. Et donc pour les emmener du front, hein, donc du champ de bataille, vers ce qu'on appelle l'arrière immédiat, ben on a créé des ambulances volantes qui vont prendre les soldats blessés du feu pour les conduire dans les unités chirurgicales. Et la Première Guerre mondiale, qui est une guerre massive, une guerre totale, la première guerre totale de l'histoire de l'humanité. Euh, euh, j'ai visité Verdun récemment, qui est l'est de la France, et effectivement, quand vous voyez les tranchées, quand vous voyez euh, les trous créés par les boulets de canon, par les obus, effectivement, vous pouvez vous imaginer la destruction totale qu'il y a eu dans cette Première Guerre mondiale. Et bien entendu, il y a eu massivement des morts massives. Et qui dit mort massive au front, il y a donc eu des blessés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette conception-là, vous devez, et vous allez comprendre plus tard pourquoi, que dans une catastrophe, si on considère que la guerre est une catastrophe, euh, les blessés sont quasiment tous de même type. C'est-à-dire, ils ont quasiment tous les mêmes types de blessures. Ils ont des blessures par arme à feu, par des éclats d'obus, par des balles de fusil, des balles de mitrailleuse, ou parfois aussi, et très souvent même pendant cette première guerre, lors des batailles de tranchées, donc des
par armes blanches qui sont liées au couteau que les gens mettaient au bout de leur fusil, hein, pour aller faire les corps à corps. Et donc, on a eu besoin, justement, pour sauver le plus de monde, de faire des évacuations massives du front. Et donc, à l'époque, on parlait de relevage des victimes. Aujourd'hui encore, les sapeurs-pompiers parlent de relevage de blessés, relevage de victimes. Ah, donc, c'est quasiment le brancardage finalement, hein. Et vous voyez, sur cette vieille photo de la Première Guerre mondiale, le triage était déjà là. La zone de tri existait déjà. Et vous voyez, donc, et on voit bien les brancards à l'époque qui étaient juste des deux bouts de bois avec un tissu pliable, hein. Aujourd'hui, on a des brancards un peu plus sophistiqués. On a même des brancards électriques. Aujourd'hui, avant, c'était juste des brancards avec deux bouts de tissu entre les deux bouts de bois qui pouvaient être pliés avec des soldats de part et d'autre qui emmenaient les blessés. Donc vous voyez, vers les pots de secours, dans les tranchées pour les tout premiers soins, et enfin, et c'est à ce niveau-là que se fait le triage, selon l'urgence, les soins sont effectués sur les lignes arrière dans un hôpital de campagne, et c'est aussi que de là vient l'idée de l'hôpital de campagne, même si c'était déjà pendant les guerres napoléoniennes, pendant les guerres du 19e siècle. Et enfin, on fait une évacuation vers un hôpital fixe, un hôpital départemental, un hôpital régional, un hôpital militaire, pas train sanitaire. Donc vous voyez déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a un condensé finalement du rôle de la médecine d'urgence, c'est-à-dire la guerre avec les nombreuses victimes, c'est une catastrophe. Le relevage des victimes, donc vers un poste médical avancé qu'on appelle la zone de triage, d'accord, et les premiers soins, d'accord, et à partir de là, on redispatche les malades vers les hôpitaux périphériques, les hôpitaux qui gravitent autour de la zone de guerre. Bien entendu, par la suite, on a évidemment fait plus de progrès du côté technique au niveau des brancardages, comme je vous l'ai dit, au niveau des transports sanitaires. Aujourd'hui, on utilise plein de véhicules, plein de moyens de transport pour transporter les blessés. Cette médecine de guerre, comme je vous le caractérisais, était une médecine de catastrophe. Et bien entendu, il y a différents types de catastrophes, hein. Catastrophes naturelles, comme une éruption volcanique, par exemple, comme une inondation, par exemple, ou bien on peut avoir un incendie, hein. On peut avoir des catastrophes technologiques, comme, je dirais, Fukushima, hein, qui est en même temps une catastrophe naturelle avec un tsunami, catastrophe technologique avec une catastrophe nucléaire, hein, technologique, technique, pas comportement social ou pas d'effet de guerre. Nous avons vu la guerre mais en tout cas la Première Guerre mondiale, comportement social. On peut voir par exemple récemment aux États-Unis ou en Europe, il y a eu des gens qui ont pris des voitures, ils en ont fait des voitures béliers et ils sont allés dans des rues, hein, fréquentées par la population. Ils ont foncé dans les gens, dans la population, et ils en ont fait beaucoup de victimes. Donc la catastrophe, par nature, elle est une médecine d'urgence, hein, de masse. Il y a beaucoup de gens, hein, avec des impératifs extra-médicaux et logistiques, dans une rue bondée, par exemple, où un hélico ne peut pas atterrir, et dans une rue, dans un coin reculé, où il faut transporter des blessés vers des hôpitaux qui sont distants, qui sont très longs. Il faut des logistiques, il faut une logistique absolument bien rodée, bien calquée, bien calée, pour que on puisse sauver le plus de gens possible. Et donc, le but, c'est de traiter le plus grand nombre de victimes le mieux possible en hiérarchisant et en priorisant les prises en charge. Et je mets un trait sur le, le traitement du plus grand nombre de victimes le mieux possible, mais surtout avec une hiérarchie et une priorisation. Euh, la médecine de catastrophe fonctionne aujourd'hui avec son héritage militaire, comme je vous l'ai dit tantôt, et
En France, pour ce que je connais bien, le triage en médecine de catastrophe suit ce qu'on appelle le plan Orsec, Novi. Orsec, Novi, qui est l'organisation et la régulation de sécurité civile, Novi pour nombreuses victimes. Vous voyez, donc il y a même dans le nom du plan qui doit être déclenché, Orsec, Novi, organisation, sécurité civile, nombreuses victimes. C'est une coordination entre les sapeurs-pompiers et les médecins urgentistes, d'accord, dont l'objectif ou les objectifs finalement, c'est d'arriver à fragmenter l'afflux de la prise en charge sur le terrain, de préserver les hôpitaux d'un afflux de victimes ingérable, d'accord, avec la régulation médicale comme moyen et la chaîne médicale de l'avant ou post-médicale avancée. Vous allez comprendre de manière très schématique ce dont je suis en train de vous parler. On peut, si je caricature un peu, on peut parler en même temps de triage en médecine de catastrophe pour la gestion du Covid, tel que ça a été fait dans les hôpitaux européens, en tout cas lors des vagues extrêmement meurtrières, puisque tous les patients, comme vous allez le voir, ils ont la même maladie, d'accord? Dans la médecine de catastrophe, le principe, c'est que il y a une unicité du mécanisme lésionnel. Soit c'est dans un attentat, par exemple, l'attentat du Bataclan en France, euh, j'étais de garde ce jour-là à l'hôpital, euh, tous les patients avaient des plaies par balle. Tous les patients que j'ai reçus avaient des plaies par balle. Et pourtant, ce sont des civils dans une ville, Paris, dans une boîte, dans un lieu de fête, les Bataclan. Ils ont tous eu la même lésion, en tout cas le même mécanisme de lésion, qui sont des plaies par balle. D'accord? Comme sur un champ de bataille, comme dans une guerre où les soldats ont le même type de mécanisme lésionnel. Comme ce qui se passe aujourd'hui à Kiev, où tous les blessés de bombardement ont les mêmes types de lésions, où tous les soldats auront les mêmes types de lésions. Lors de l'explosion de Fukushima, où prenons, si on va même beaucoup plus loin en arrière, lors du bombardement de Hiroshima et de Nagasaki, les victimes avaient les mêmes lésions. Donc ce sont des lésions de brûlure, premier, deuxième, troisième degré, en fonction de la distance par rapport au point zéro. Et donc forcément, toutes les lésions sont de même nature, mais avec des gravités différentes. Donc le problème diagnostique est donc simplifié. D'accord? Le tri donc de ces patients-là, se fait donc en fonction de la priorité d'accès aux soins. Et donc, il est évident que la standardisation des soins par des protocoles est donc possible. Si on a des victimes de brûlures, si toutes les victimes ont des brûlures, ceux qui auront, en fonction du triage, besoin de plus de soins, ce sont les victimes qui ont les brûlures les plus graves. Donc, si on suppose qu'il y a 100 victimes, il y en a 10 qui ont des brûlures de troisième degré, 50 qui ont des brûlures de deuxième degré, et le reste n'a que des brûlures de premier degré. On va distinguer à l'intérieur de ceux qui ont des brûlures de deuxième degré superficiel, deuxième degré profond. Et donc on va encore retrier à l'intérieur. Vous voyez? Et donc, faire un protocole de tri, par exemple, pour des patients souffrant ou des blessés souffrant de brûlures, a l'air assez évident, a l'air assez intuitif. Donc, on peut établir un protocole de triage facilement parce que tout le monde a les mêmes lésions, les mêmes brûlures. Chez deux soldats qui sont blessés par balle, l'un a une atteinte thoracique avec un pneumothorax, l'autre a une atteinte du membre supérieur avec une balle au niveau de l'avant-bras. Il est évident que c'est les mêmes lésions, sont des mêmes, en tout cas des lésions de même nature,
localisés à des endroits différents et donc créant des gravités différentes. Le premier sera trié urgence absolue, le deuxième sera trié urgence relative. Parce que c'est plutôt un pronostic fonctionnel au niveau de membre supérieur, alors que l'autre c'est un pronostic vital parce que c'est un pneumothorax qui peut devenir un pneumothorax compressif associé à un hémothorax et donc à un collapsus, une détresse respiratoire et mourir. Et donc, pour cela, pour faire tout cet exercice-là, il faut des compétences. D'accord? Et ces compétences nécessitent un... Oups, je pense que... Euh, ça va être ensemble. Euh, alors, on va essayer ça. Oula, something wrong. Ah oui, d'accord. Donc, quelqu'un s'est amusé à faire ça. Très bien. Donc, il faut des compétences hein, au niveau de la médecine d'urgence. Maggie, est-ce que vous pouvez arrêter est-ce que celui qui est en train de faire ça peut arrêter, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui partage son écran en même temps que moi et qui fait des dessins. Euh, Donc, Allô? on va essayer, vous pouvez continuer, docteur, on va essayer d'identifier la personne et puis lui envoyer un message ou l'exclure de la réunion si ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que pour arriver à réaliser tout ça, il faut euh, ce qu'on appelle il faut des skills, il faut des compétences. Et ces compétences, c'est d'avoir un savoir mobilisé. Il ne suffit pas de posséder des connaissances ou des capacités pour être compétent, il faut savoir les mettre en œuvre quand il le faut. Il faut savoir combiner. Hein, on doit pouvoir sélectionner des éléments nécessaires dans le répertoire des ressources, les organiser, les employer, et un savoir transféré. D'accord. Bien entendu, il faut un savoir-faire aussi. Hein, c'est aussi ça l'un des principes de la médecine d'urgence. Euh, je disais, la chaîne médicale de l'avant. Donc, on a le point zéro. On rassemble toutes les victimes en dehors du lieu de l'explosion. En fait, on les extrait progressivement. On les rassemble au PRV. Et on fait ce qu'on appelle la petite noria. La petite noria, c'est le transport finalement euh, sur une petite zone des victimes euh, vers le poste médical avancé. Donc, au niveau du point de rassemblement des victimes, se fait déjà vers le poste médical avancé. Et du poste médical avancé, on fait ce qu'on appelle la grande noria, où on transporte les patients en fonction des moyens de transport euh, vers les hôpitaux. Donc ça, c'est la grande noria qui permet la grande noria qui permet de transporter les patients en fonction des moyens de transport. Et donc, le tri qui se fait là permet justement, lors de la grande noria, d'utiliser les moyens de transport différents hein, vers les hôpitaux spécialisés en fonction de la gravité, de l'urgence, donc du tri finalement des patients. Et donc,
En pratique, c'est quoi? Le point de rassemblement, il y a un triage qui est fait par le secouriste, d'accord? Et le triage secouriste, c'est simple, hein. Patient décédé, on lui met un bracelet de couleur noire, arrêt cardio-respiratoire. Geste d'urgence indispensable, donc il y a une détresse vitale, un bracelet rouge. Incapacité à se déplacer seul sans nécessité de geste d'urgence, on dit patient non valide. Déplacement possible sans aide, patient valide. D'accord? Et donc, du triage secouriste, on passe au triage médical. Donc, il est évident que au niveau du triage secouriste, on va d'abord commencer par les patients qui sont en détresse vitale. Et ceux-là, on va, si on en croit ça, on fait la petite noria, on envoie les patients en fonction du tri secouristes, on les envoie au niveau du poste médical avancé. Et du poste médical avancé, on fait une grande noria avec les moyens de transport terrestre, aérien, pour envoyer les patients vers les hôpitaux. Et il y a ce qu'on appelle la fiche médicale de l'avant, hein, d'accord, qui effectivement, vous voyez, il y a la couleur jaune, la couleur rouge. Euh, et donc, on met les éléments du tri, finalement, état civil et éléments du tri, qui permet à ce que le patient soit mieux trié. Je vais vous parler maintenant de, du triage aux urgences. D'accord? Du triage aux urgences. Euh, Vous avez vu de manière schématique, de manière globale, comment s'effectue le tri en médecine de catastrophe. Nous avons vu l'histoire du tri. Maintenant, je dirais, pour l'instant, je pense que vous êtes tous des étudiants en fin de formation et aussi des médecins, des jeunes médecins diplômés. Euh, il faut savoir que ce dont on est en train de parler est la manière la plus, je dirais, la plus simple pour les pays qui ont un système sanitaire, un système hospitalier bien en place, de mettre rapidement en mouvement des solutions de coordination. Le mot, c'est ça, de coordination à l'intérieur même des structures de santé. Et les urgences sont finalement le pôle d'entrée des pathologies à l'hôpital. Il y a donc un concept, une conception, une façon de penser, une façon de voir les urgences comme un service à part entière, autonome, non dépendant des autres spécialités, mais plutôt nourrissant les autres spécialités, nourrissant l'hôpital. Les réformes des systèmes de santé, les réformes hospitalières et les réformes de la sécurité sociale ont consacré deux pôles, le pôle urgence et le pôle médecine de ville. Le pôle médecine de ville et urgence sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que la médecine de ville est aussi une forme de triage et puisque les médecins de ville peuvent envoyer les malades à l'hôpital et donc cette complémentarité se voit justement au niveau de l'accueil des urgences. Et nous allons parler pendant un quart d'heure des urgences pour que vous compreniez très bien comment se fait le tri, puisque finalement c'est ça l'objet du discours, même si je vous ai montré de manière schématique, historique et globale comment se font en réalité dans la vie de tous les jours le tri en médecine de catastrophe, qui est quasiment la même chose mais en mode mineur aux urgences hospitalières. D'abord, il y a une notion absolument indispensable qu'il faut avoir, c'est que les urgences sont une structure, je dirais, une structure architecturale particulière pour recevoir les malades de manière globale. Cela signifie quoi? Que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui à l'instant là dépend de manière très 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 importante de la manière dont c'est construit. Les murs sont construits, de la manière dont le service des urgences est construit, de la manière dont les interactions se font entre les individus qui sont à l'intérieur, se font aussi
en fonction de l'informatisation du service médical. C'est-à-dire que si on a toujours des feuilles de papier, ou si on a des logiciels pour faire le tri des patients, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'IAO, c'est l'infirmière d'accueil et d'orientation. Dans nos urgences, nous avons les infirmiers majors, souvent, qui sont les premiers impliqués. Mais le vrai problème, c'est que en Afrique, il n'y a pas ou peu de spécialités de médecine d'urgence. Et donc, ce que je peux dire peut être en décalage ou en déphasage avec ce que vous vivez, mais l'idée, c'est que nous puissions arriver à cette forme de potentialité, à cette forme de capacité pour justement réussir à mieux prendre en charge nos patients et nos populations dans nos communautés. Et donc, vous devez imaginer, alors, je vais faire quelque chose, je vais vous montrer, je vais partager avec vous, oui, je vais partager avec vous euh, alors, oui, je vais partager avec vous ce desktop. Non. Hum, hum, hum. Ah oui. Écoutez, j'y arrive pas. Je voulais vous montrer, mais peut-être que je vous le montrerai à la fin. Je voulais vous montrer la configuration d'un service d'urgence pour que vous puissiez comprendre de manière beaucoup plus simple ce que je veux dire. Donc, à l'accueil des urgences, à l'accueil des urgences, il y a une infirmière, d'accord, et une aide-soignante et un accueil administratif pour enregistrer tous les malades. Tous les malades sont enregistrés de manière nominale et informative sur un logiciel qui permet justement d'avoir l'état civil, l'âge euh, des malades et leurs antécédents. Et c'est à ce niveau-là que se fait d'abord l'accueil, le tri et le processus de tri, et enfin l'orientation. D'accord. On va passer très vite dessus. Euh, L'infirmière d'accueil des urgences, donc l'IOA, c'est l'infirmière organisatrice de l'accueil du patient. D'accord. Elle, elle a un rôle extrêmement déterminant pour justement bien trier le malade, puisque c'est elle qui va trier le malade. Les médecins trient très mal les malades aux urgences. Les médecins font un mauvais tri. Les infirmières font de meilleurs tris parce que elles n'ont pas ce biais cognitif, elles n'ont pas les infirmières ou les infirmiers hein, de manière globale. Le médecin, quand il voit le malade, il anticipe déjà les soins dont il aura besoin, il anticipe déjà un diagnostic et donc il n'a pas cette facilité à dire, bon, très bien, lui il est grave, il sait qu'il est grave, il sait très bien qu'il est grave. Mais l'infirmier, n'ayant pas la possibilité parfois hein, d'anticiper sur les soins, il a un meilleur tri que le médecin. Et toutes les études le montrent, les infirmières, elles trient mieux, elles vont vite, alors que le médecin, au lieu de poser des questions beaucoup plus simples et beaucoup plus précises, parce que le tri du patient, par exemple à Bichat, le tri, ça prend 6 minutes par malade. 6 minutes. Les médecins parfois mettent un quart d'heure à 20 minutes parce qu'ils veulent le diagnostic. Alors que ce n'est pas le diagnostic qu'on veut. On veut la gravité du patient. D'accord. Et donc,
L'infirmière, c'est le premier maillon d'une chaîne de soins et son efficacité conditionne la qualité de la prise en charge médico-infirmière. D'accord? Donc, les outils de tri, d'évaluation de soins doivent être adaptés et c'est souvent le résultat d'une réflexion médicale et paramédicale puisqu'on s'entend sur le tri et les outils de tri dans un hôpital, dans une clinique, dans un dispensaire, peu importe. C'est-à-dire que le tri aujourd'hui, bien entendu, en France, pour parler que de ça, et aux États-Unis, il y a un consensus sur le tri et sur les échelles de tri et sur le nombre de scales donc que peuvent avoir un tri. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, là, on est plutôt dans une partie théorique pour que vous compreniez très bien l'idée qu'il y a derrière donc les concepts et les objectifs. C'est que dès leur arrivée dans le service d'urgence, le tri doit être un processus qui identifie, évalue et classifie les besoins en soins des patients en fonction de leurs priorités. C'est absolument indispensable. Et les principaux objectifs du tri, c'est analyser rapidement le motif, évaluer les besoins en soins et leur priorisation, faciliter la gestion des flux et optimiser les délais d'attente. Euh, Nous avons à Bichat quasiment tous les jours près de 300 patients par jour et nous devons absolument, le délai moyen d'attente à Bichat aujourd'hui c'est de 2h30. C'est-à-dire sur 300 patients nous avons 2h30 d'attente et la finalité du tri c'est d'acheminer les patients vers les ressources adéquates et dans les délais appropriés. D'accord? Et donc la première étape, c'est identifier, lister les motifs d'arrivée, les symptômes qui doivent être répertoriés. Par exemple, une douleur aiguë dans l'oreille qui entraîne des vertiges, des nausées, de l'angoisse. Euh, euh, et donc définir les délais de prise en charge et les symboliser par des lettres, des chiffres et des couleurs. Par exemple, l'urgence vitale absolue, le délai d'attente c'est 0 minute. C'est-à-dire que le patient ne peut pas attendre dans la zone de tri, il doit emmener immédiatement dans le déchocage. Euh, un délai, un patient qui peut, le délai de 0 minute, le délai d'un médecin. Attention, c'est très important. Les délais qui sont donnés là sont les délais de prise en charge immédiate. L'urgence vitale absolue, par exemple, le code 1, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. D'accord? L'arrêt respiratoire, on ne peut pas installer le malade et dire on attend que le médecin arrive. Non, c'est une urgence vitale, absolue, immédiate. D'accord? Euh, euh, c'est le malade, si on ne fait rien, il meurt. C'est simple. On ne fait rien, il meurt. Donc le délai est de 0 minute. Un patient qui peut attendre 20 minutes, c'est l'urgence immédiate. D'accord? Et cette urgence immédiate, on imagine un patient qui vient aux urgences pour une douleur thoracique. D'accord? Si ces constantes à l'arrivée sont bonnes, s'il a des facteurs de risque ou s'il a des antécédents d'infarctus ou de dissection aortique, il est évident que ce patient, si par exemple il a une asymétrie de pouls, ce patient, il peut être mis en urgence vitale absolue s'il a extrêmement mal, parce qu'on peut penser qu'il est en train de faire une dissection aortique, mais si c'est une douleur thoracique d'origine pulmonaire comme un pneumothorax par exemple, effectivement, le patient, il a encore une saturation qui est assez acceptable, il peut attendre qu'un médecin le voit en 20 minutes. D'accord? Les urgences vraies sont les urgences de moins d'une heure et les délais non déterminés sont les urgences ressenties ou les urgences relevant d'une consultation. Et bien entendu, cela est variable en fonction du flux. Vous êtes dans une clinique Saint-Luc, par exemple, vous avez une patiente qui a 50 ans, qui vient parce qu'elle a une douleur abdominale extrêmement intense et elle vomit du sang. Le diagnostic, c'est une hémorragie digestive. D'accord? Ce patient, on ne peut pas le laisser dans la salle d'attente pendant 1 heure en disant qu'on arrive, ou qu'il y a quelqu'un qui passera le voir, ou qu'il y a une infirmière qui passera le voir. C'est une urgence immédiate, à minima.
D'accord, c'est une urgence immédiate à minima. C'est une patiente qu'il faut voir installer et voir rapidement, conditionnée avec avec une ou deux voies veineuses périphériques et déjà commencer par mettre des IPP ou de la sandostatine. Vous voyez, un patient qui vient parce qu'il a joué au foot hier et aujourd'hui il a mal à la cheville, il boite effectivement, mais il a terminé son match et il arrive le lendemain parce que le pied a gonflé. Il est évident que ce patient n'est ni en délai zéro, ni en délai de 20 minutes, ni en délai d'une heure quand on est aux urgences. On lui applique les critères d'Ottawa et effectivement, critères d'Ottawa, il n'a pas besoin d'être vu en urgence. Il a besoin d'une radio, d'un traitement antalgique, d'un protocole RICE, REST, anti-inflammatoire, euh, antalgique, immobilisation, et le tour est joué. D'accord? Donc, en fonction du tri, en fonction de l'urgence, il y a un tri mais ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est pas ce que nous pratiquons nous. Par exemple, je vais vous montrer ce qu'on fait. Mais vous voyez, donc c'est une décision collégiale de tous les professionnels de santé de réfléchir à une échelle de tri, à comment trier, et en fonction de ça, on ajuste les procédures à conduire pour chaque cas, en particulier pour les urgences vitales ou absolues. Par exemple, pour les urgences vitales, il faut des lieux de soins adaptés des lieux où on peut faire des passages de relais de prise en charge. Un cas concret, par exemple, quand un patient on dit qu'un patient a des troubles de la conscience, la procédure, c'est de dire, on met ce patient en PLS, en procédure latérale de sécurité, et on appelle le médecin avec un téléphone, et on le dirige vers la salle d'accueil des urgences vitales qu'on appelle le SAUV. Le SAUV, c'est la salle d'accueil des urgences vitales. Vous voyez, donc, il y a des procédures qui sont élaborées à l'intérieur du service. Et la quatrième étape, c'est l'outil de base du tri doit absolument faire l'objet de simulation. Mais ça, on va passer très vite. Je vous prends par exemple tri 1, tri 2, tri 3. D'accord? Pour dire comment est-ce qu'on fait le tri en pratique. Comment est-ce que on va dire ce patient, je le trie un rouge avec donc urgence vitale, urgence absolue, tri 2 urgence importante, tri 3 urgence pas mal, mais bon, très bien. Il peut attendre le tri 1 une pression artérielle systolique inférieure à 70 ou une tachycardie supérieure à 80 ou inférieure à 40, une saturation inférieure à 86%, une fréquence supérieure à 40, un Glasgow inférieur à 8. Et ça, c'est une urgence absolue. D'accord? Ce patient, il est en état de choc, quel que soit le type, hein, avec une PS inférieure à 70, état de choc enfin, hémodynamique, état de choc septique, état de choc circulatoire, anaphylactique, peu importe, il est en état de choc. Une tachycardie supérieure à 180, il a un trouble du rythme, il fait une TJ, il fait une tachycardie jonctionnelle, il fait une TV, une tachycardie ventriculaire, peu importe. Donc on a l'urgence hémodynamique, l'urgence respiratoire avec une désaturation, d'accord, et une polypnée, d'accord, l'urgence neurologique. Vous voyez donc en fonction de la valeur du score, on a effectivement les grandes fonctions euh, euh, du corps humain. Donc, et c'est comme ça qu'on peut établir des échelles de tri. Et donc, je vous donne encore un exemple. Aujourd'hui, voilà ce que nous faisons en France en général en matière de tri. D'accord? Donc, vous voyez, le tri 1, le tri 1 qu'on a vu là, hein, avec, avec les variables. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Le tri 1
Le tri 1 qui est la détresse vitale majeure, puisqu'on voit. Donc euh, le tri 1, c'est toute situation de détresse vitale majeure. D'accord? Et il faut savoir que les tris sont corrélés à une hospitalisation, à une probabilité d'hospitalisation. D'accord? Est-ce qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît? C'est très perturbant. Merci beaucoup. Donc, je disais que le tri 1, donc il y a cinq échelles de tri, hein, 1, 2, 3, 3A, 3B, même si les deux là, le 3 et le 3B, ils sont maintenant fusionnés, hein, quasiment fusionnés. Donc, il y a le tri 1, le tri 2, le tri 3, le tri 4, le tri 5. Donc, le tri 1, c'est toutes les détresses vitales majeures. Et le risque d'aggravation, c'est aussi ça, l'anticipation du risque d'aggravation avec la perte de chance en cas d'atteinte. Euh, les hospitalisations, il y a des études et on en a conduite quelques-unes qui montrent la corrélation entre le niveau de tri et l'hospitalisation du malade. C'est aussi comme ça que on voit l'efficacité d'une échelle de tri. Euh, euh, 80, plus de 90% des patients qui ont été triés 1 ont été hospitalisés. Absolument, ils ont été hospitalisés. D'accord? Et donc, comme je vous disais, les patients, euh, parce que justement, il y a la nécessité de support d'une ou de plusieurs fonctions vitales. Et donc, le tri 1 est le tri maximal, c'est l'urgence absolue. D'accord? Et les patients sont souvent installés dans les SOUV. Je vous ai dit tout à l'heure que il est indispensable que, vous voyez, quand on a un trouble de la conscience, par exemple, donc un coma, hein, le patient, en termes de procédure, le patient est mis en position latérale de sécurité, donc en PLS, pour éviter qu'il vomisse dans ses bronches, donc qu'il fasse une inhalation, donc un syndrome de Mendelssohn, d'accord? Il est donc installé en salle d'accueil des urgences vitales. Et ça le sauve. C'est la salle d'attente, c'est la salle d'accueil des urgences vitales. Et donc, et on voit très bien que le tri 1 concentre des patients qui ont des détresses hémodynamiques, une pression artérielle inférieure à 70, une tachycardie supérieure à 80 ou une bradycardie, donc un BAV3 par exemple, qui peut être responsable d'un arrêt cardio, une intoxication au bêta-bloquant avec une bradycardie. D'accord? Un trouble métabolique avec une hyperkaliémie responsable d'une bradycardie ou d'un trouble du rythme avec une, une, une tachycardie ventriculaire ou un trouble de la conduction. D'accord? Euh, et donc,
un Covid grave avec une désaturation nécessitant une oxygénothérapie à haut débit, ou voire même une intubation. Un patient polypnéique, ça peut être un patient asthmatique en asthme aigu grave, enfin, nécessitant un support ventilatoire. Euh, un Glasgow inférieur à 8 avec un patient qui a fait un AVC massif qui nécessite une fibrinolyse, par exemple. Donc, vous voyez, les TRI 1 concentrent des patients qui ont besoin de support pour des fonctions vitales. Et bien évidemment, les délais d'intervention sont à zéro. Ces patients doivent être installés immédiatement dans la salle d'accueil des urgences vitales. Bien entendu, les patients qui ont un TRI 2 sont des patients qui ont des atteintes d'organes ou de lésions traumatiques sévères, une fracture du col du fémur, euh, euh, par exemple, un pneumothorax, des patients qui ont, euh, je dirais, des détresses respiratoires, mais qui ne nécessitent pas absolument la mise en place d'un support respiratoire, de l'oxygène en lunettes ou en masse à haute concentration suffit. Donc vous voyez, donc en fonction du niveau de tri, d'accord, effectivement, les patients seront installés soit dans des box de consultation classiques, ou bien des sauves. À partir du tri 4, d'accord, les patients peuvent être installés dans des box ou même laissés en salle d'attente. Parce que comme vous voyez, l'hospitalisation prévisible des patients, c'est aussi ça qui est intéressant à comprendre, que en fonction du tri, les patients sont de moins en moins hospitalisés. Mais ça ne veut pas dire qu'un patient de tri 4, par exemple, qui a juste une douleur abdominale, ne peut pas avoir un infarctus mésentérique. Oui, il peut avoir, parce qu'il a quand même 10% de chance d'être hospitalisé. Mais néanmoins, son état n'est pas immédiatement assez grave pour que on puisse avoir une réponse rapide et immédiate. Ainsi donc, face à une urgence vitale, d'accord, donc les TRI 1, en aucun cas ces paramètres ne sont mesurés à l'accueil. C'est-à-dire que le pouls, la tension, la température, quand un patient est en arrêt cardio-respiratoire, il est évident qu'on ne va pas aller se mettre à prendre son pouls, sa température pour dire ah est-ce que non, il est installé directement et et alerter le médecin. En plus, euh, mais je vais vous montrer un peu ça tout à l'heure. Dans 5-10 minutes, on aura fini. Hein. Il est extrêmement important de mettre en place une coordination entre l'infirmière d'accueil et le médecin qui doit voir le malade, parce que cela permet justement de, 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 d'affiner le degré d'urgence et de permettre justement à ce que tout le monde soit parfaitement en synchronisation pour prendre en charge le malade. Et surtout, les infirmières ont le devoir, enfin l'IAO en tout cas, a le devoir, l'impératif nécessité de noter dans le dossier médical du patient la manière dont, euh, en tout cas de noter les constantes du patient dans le dossier médical. Euh, je vous passe les détails de la procédure d'organisation de l'accueil et surtout, je vais vous parler de ça parce que c'est vraiment l'objectif le plus important pour une structure médicale, quelle qu'elle soit, d'avoir à l'accueil des gens, du personnel qui savent reconnaître les détresses vitales chez les patients. C'est absolument indispensable. Et cela permet justement, quand les gens sont bien formés, de pouvoir établir une communication efficace qui permet d'expliciter une demande d'aide, qui permet d'aider efficacement un demandeur de soins, de gérer l'attente et le stress des consultants et des accompagnants, d'éviter le syndrome d'épuisement professionnel parce que aujourd'hui, tout le monde est fatigué parce que justement, il y a une trop forte demande de soins et ça peut être extrêmement complexe au niveau
euh, des, 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 des soignants. Je voudrais bien vous parler un peu de l'accueil, mais c'est très, on a déjà perdu beaucoup de temps. Je voudrais vous montrer ce graphique parce que nous avons un manque de personnel soignant en Afrique de manière drastique. C'est-à-dire que nous avons en Afrique 2,7 médecins pour 10 000 habitants. Dans le monde, la moyenne du monde, c'est de 13,9 médecins pour 10 000 habitants. En Europe, c'est de 32,1 pour 10 000 habitants. Cela signifie quoi? Que vous êtes des personnes extrêmement rares, vous êtes des professionnels extrêmement précieux, vous êtes des jeunes extrêmement dynamiques et il est absolument indispensable que vous allez porter le poids sur vos épaules de toute une génération, je dirais, de toute une communauté, de tout un continent. Et donc, ce poids nécessite pour vous d'être très bien formé, d'être extrêmement bien formé. Et la médecine d'urgence, aujourd'hui, et je peux vous le promettre, la médecine d'urgence devient une nécessité absolue en Afrique. On ne peut plus continuer à soigner les gens tels que nous le faisons. On ne peut plus continuer à prendre en charge des patients de manière aussi non ordonnée, de manière aussi non méthodique, de manière... Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Non, ça veut pas, ça veut dire que nous devons adopter des règles, des normes de procédure de prise en charge, comme le tri par exemple, qui est un outil efficace pour bien prendre en charge les gens depuis le début jusqu'à la fin. Donc nous avons donc des défis immenses euh, en plus dans cette configuration de Covid. Euh, nous avons des réformes de santé à faire. Nous devons changer de paradigme. Nous devons, il y a plein de choses que nous devons faire en Afrique. Mais néanmoins, on peut dire que nous sommes aujourd'hui euh, face à nous-mêmes. Et il nous faudra de la patience, comme le dit Aimé Césaire. Nous devons inventer au lieu de suivre. Nous devons nous débarrasser des formes pétrifiées. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons, de tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, et inventer nos propres formes de médecine. Nous devons inventer nos propres formes de société, de communauté. Et pour cela, je peux vous assurer que si beaucoup d'entre vous s'engagent, et même de manière tout simple, dans des formations toutes simples de tri, dans vos cliniques respectives, dans vos formations sanitaires respectives, vous allez avoir une amélioration de vos performances, mais surtout une meilleure qualité de prise en charge pour les patients. Parce que trier les patients revient à prioriser les prises en charge, à hiérarchiser les prises en charge et à permettre à chaque individu d'être mieux pris en charge. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, je voulais vous montrer, c'est quand même un peu embêtant parce que j'ai quelques autres diapos que je voulais vous montrer. Euh, j'ai quelques diapos que je voulais vous montrer de manière pratique. Euh, Attendez, j'arrête le partage d'écran et je vous montre quelques diapos. Euh, je vous montre quelques diapos qui sont, je pense, extrêmement intéressantes pour vous, pour comprendre. Euh, alors, is that this one? Yes, maybe this one. Euh, yes. Je voulais vous montrer ça. Euh, ah oui, c'est là. Oui, c'est ça.
Regardez, vous êtes, voici, voici clairement, ça je l'ai pris hier, un vendredi 11 mars 2022, et vous voyez, c'est moi, d'accord, je me suis logué, donc c'est moi. Euh, Ça, c'est un logiciel de gestion des urgences, afin que vous puissiez toucher du doigt exactement comment ça se fait en pratique. Vous voyez, là, c'est la zone d'orientation. La zone d'orientation, c'est justement l'IAO, l'accueil avec une infirmière, une aide-soignante et un accueil administratif. Là, c'est la salle d'attente et vous voyez les couleurs des patients, d'accord? Les couleurs des patients qui sont tout simplement les couleurs de tri. Donc, les patients qui sont en sauve, euh, c'est dommage, j'ai pas protégé leur identité. Euh, les patients qui sont en sauve à ce niveau-là sont des patients qui sont dans les salles d'accueil d'urgence vitale. Là, de l'autre côté, vous avez des patients qui sont en bleu, donc des patients pas graves. D'accord? Et des patients qui sont en vert, qui sont des patients de tri 3. Donc là, vous avez des tri 2. Donc les patients en orange, c'est des tri 2. Les patients en vert, c'est des tri 3. Les patients en bleu, c'est des tri 4. Et les patients qui sont là, en gris, c'est des patients de tri 5 qui ont été réorientés. Donc des patients qui n'ont pas besoin de voir le médecin en urgence, même s'ils sont venus aux urgences, ils n'ont pas besoin de voir le médecin en urgence, d'accord? Ils sont réorientés. Il y a même des patients de tri 4 qui sont réorientés. Parce que justement, après accord du médecin d'accueil, le patient n'a pas besoin de voir un médecin en urgence, il est réorienté. Donc en fait, ce sont des tri 5. Dans certains hôpitaux, dans certaines structures, dans les CHU par exemple, les patients de tri 5 sont réorientés, sont vus sur place, mais par un médecin généraliste qui est sur place. D'accord? Donc vous voyez là, par exemple, euh, euh, dans le box 1, c'est un box de suture, donc c'est un box dédié. Donc vous voyez, c'est la cartographie d'un service d'urgence, la cartographie d'un service d'urgence avec les différentes zones d'accueil, la salle d'attente, et il y a, comment on appelle ça? Il y a en même temps les patients qu'on peut déplacer en gynéco, donc en consultation de gynéco, en consultation d'ORL, en ophtalmo, en imagerie médicale centrale, donc en scanner, en IRM ou bien en radio simple. Et donc, la géolocalisation des patients dans les box renseigne sur les flux d'entrée du patient parce que le tri permet justement de mettre à la disposition de chaque patient un moyen et des thérapeutiques adaptées. Enfin, je voulais aussi vous montrer autre chose, une dernière chose, je pense, pour que vous touchiez du doigt réellement la manière dont on peut transporter, euh, la manière dont on transporte un patient et surtout l'organisation. euh, Regardez, vous voyez ça dans le service d'urgence. Encore une fois, je vous montre l'intérêt de l'informatisation. Dans un service d'urgence, vous avez, dans un service d'urgence, vous avez l'infirmière qui est devant
deux box, d'accord? Donc, salle d'examen numéro 6 et salle d'examen numéro 7, d'accord? Euh, Elle a son écran d'informatique qui visualise en temps réel où sont les patients, mais en même temps, il y a un écran vidéo, d'accord, qui renseigne sur toutes les autres situations, sur toutes les autres euh, secteurs où elle n'est pas physiquement. C'est-à-dire, vous avez la salle d'attente, vous avez la zone de tri, vous avez la zone d'entrée des pompiers, vous avez la zone d'entrée des piétons, vous avez la zone de radio. Enfin, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des caméras, et d'ailleurs, il y a aussi une caméra là, hein, la caméra qu'on voit là, en fait, elle est juste là. Les motos là. Suivez la guerre en Ukraine là. Issouf Yameogo, merci. Vous voyez cette caméra qui est là, là? Son image, elle est là, puisque la table, qui est le bureau médical, hein, le bureau de prise en charge, euh, tous les patients sont dans les box en face, et vous avez cette caméra-là qui donne juste là. Donc, on peut voir exactement et on peut contrôler ce qui se passe. Et hier, j'ai été amené à faire un transfert d'un patient euh, et je voulais partager ça avec vous pour que vous puissiez toucher du doigt finalement la manière dont on peut ça, c'est un transport héliporté. Pardon, excusez-moi. Ça date, c'est une photo qui date du 11 mars 2002, donc elle date d'hier. J'avais été appelé pour donc le SAMU. Le SAMU m'a demandé donc lors du tri, lors de la régulation téléphonique, on m'a demandé d'aller chercher un patient chez lui, euh, donc à la maison, parce qu'il faisait un infarctus. Sa femme a appelé les pompiers, a appelé le 15, d'accord, euh, étant trop loin, étant à plus d'une demi-heure euh, euh, du lieu, le patient était quasiment à 1 heure de la coronarographie. D'accord? Si on prenait la route, il était à 1 heure de la coronarographie. Et donc le tri a permis de dire, un, c'est un infarctus, parce que la douleur était typique, il a déjà un antécédent d'infarctus, il fumait toujours, et il avait 60 ans. Donc, le tri téléphonique a permis de dire c'est un infarctus. On envoie les pompiers qui sont très près de chez lui. Les pompiers, le conditionner, d'accord, et le rapprocher d'une aire. On est quasiment en pleine campagne, enfin, pas en pleine campagne, mais en tout cas, à côté, il y a des aires, il y a un terrain de foot, en fait, en pratique, un terrain de foot. Et donc, moi, je prends l'hélico, donc transport héliporté, je prends l'hélico pour aller chercher le patient que je n'ai pas encore vu, que les pompiers n'ont pas de CG, n'ont pas de, ils prennent juste la tension, la température et la fréquence respiratoire. Et moi, j'arrive, j'ai mon respirateur qui est là, d'accord? Devant moi, j'ai un scope, j'ai des seringues autopousseuses, d'accord? J'ai le brancard de l'hélicoptère. En fait, c'est c'est pas un brancard, mais c'est là où on met le patient, d'accord? J'ai la radio, d'accord? Et devant moi, j'ai de l'oxygène. euh,
et 2 ou 3 sacs qui contiennent de l'adré, du diprivant, de toutes les drogues hein, qui me permettent. J'ai de l'aspirine, du Brilique, de l'Effiant, du Plavix, enfin de l'héparine. J'ai tout ça à ma disposition. Et bien entendu, on me demande d'aller le chercher. Et quand je vais là-bas, effectivement, le patient, donc on le ramène et vous voyez, le patient, on le ramène. Alors, vous voyez, il a les patchs de CG qui sont là. Bien entendu, on lui met un casque. Hein. Il a les patchs de CG. D'accord. Il est monitoré. Le moniteur est juste en face de moi, hein, que je regarde. Et en face de moi, il y a mon infirmière. Ça, c'est ma plaquette de rapport, le dossier du patient, d'accord, tout ce qu'il avait à domicile. Euh, euh, le patient qui est scopé, qui est prêt avec de l'oxygène. Euh, il a un masque et de l'oxygène. Donc je vois le scope qui est en face de moi avec mon infirmière qui est à côté et qui a, vous le voyez pas, mais si vous suivez ça, en fait, c'est le fil de la perfusion, d'accord? Donc il est perfusé, il a une voix. Euh, on n'a pas besoin de la machine de, de ventilation. Mais toujours est-il que quand on le transporte, en effet, c'est après que vous voyez que ce patient, on l'emmène donc à l'hôpital. Et donc, il est parti directement en coronarographie et il avait l'IVA et la circonflexe, donc le tronc commun de l'IVA et la circonflexe qui était bouchée. Donc, vous voyez, le tri le tri permet plusieurs choses. Le tri permet de prendre en charge les patients de manière rapide, de hiérarchiser et de permettre surtout les moyens de transport le plus adaptés. Mais à l'intérieur des urgences, il permet justement de permettre à ce que chaque patient puisse avoir la meilleure chance de survie parce que le tri qu'on a mis en place lui permet, dans les cas de détresse vitale majeure, d'être pris en charge dans les minutes qui suivent, alors que un patient qui n'a pas de lésion fonctionnelle, qui n'a pas d'atteinte évidente, euh, qui n'a pas de possibilité euh, de risque d'aggravation, puisse être tranquillement dans le temps imparti, hein, s'il n'a zéro perte de chance possible, et s'il n'a pas d'acte hospitalier prévisible, eh bien, de rentrer chez lui ou d'être vu par quelqu'un dans le temps imparti et ne pas encombrer les urgences. C'est aussi pour ça qu'il y a les critères de prise en charge. Je vous ai cité le critère d'Ottawa, par exemple, qui n'exclut pas de faire des radios aux gens, mais permet de différer la radio. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du critère d'Ottawa dans les entorses de cheville. Ottawa, c'est au Canada, et vous savez qu'en hiver, enfin, il pleut, enfin, il neige énormément. C'est comme Afrique rouge là. Mais Il neige énormément dans les pays du Nord. Et toutes les skieurs, ils ont tous les mêmes lésions. Ils ont des entorses, soit de genoux, soit de cheville. Ils font des entorses de genoux ou soit de cheville. Et bien évidemment, quand les services d'urgence arrivent, et donc c'est les mêmes lésions, les patients ont donc les mêmes lésions. Genou, cheville. Donc c'est comme dans le cas de la médecine de catastrophe, la monopathologie permet de distinguer les patients graves des patients non graves. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on crée des échelles de gravité.
Et les critères d'Ottawa ne sont que des échelles de gravité pour permettre de distinguer des patients qui ont des entorses de cheville avec un risque de fracture ou bien ceux qui n'ont pas de risque de fracture. Ceux qui ont un risque de fracture vont bénéficier d'une radio immédiatement. C'est quoi? C'est l'âge supérieur à 45 ans, euh, impotence fonctionnelle immédiate. Donc pour tous les patients qui ont plus de 45 ans, la radio est immédiate. Immédiate. Deuxième chose, pour tous les patients qui, après avoir fait leur entorse, n'ont pas pu poser le pied de manière immédiate, on fait la radio immédiatement. Pour tous les patients qui ont une douleur de la tête du cinquième métatarsien, on fait une radio immédiatement. Mais par contre, vous voyez, je suis sûr que dans vos pratiques, vous entendez ah, j'ai entendu un craquement. Est-ce que le craquement est un facteur de gravité ou un critère qui permet de dire s'il a entendu un craquement, c'est que c'est grave? Bah non. Le craquement, non. Entendre un craquement n'est pas un critère de gravité, n'est pas un critère qui permet de dire ah oui, il faut lui faire une radio immédiatement. Donc vous voyez, les critères d'Ottawa ne disent pas qu'il ne faut pas faire de radio. Ils disent juste à qui est-ce qu'il faut faire des radios en urgence pour voir s'il y a une fracture de la malléole, s'il y a une fracture de Maisonneuve, s'il y a une entorse grave. Critère d'Ottawa égale entorse grave, parce que tous les patients ont les mêmes lésions, une entorse. Et donc, ce tri permet justement de mettre en adéquation les ressources pour les patients. Quand, par exemple, dans une dans quand il y a le feu, par exemple, donc dans un incendie, ça crée deux choses. Ça crée un dégagement de chaleur et deuxièmement, une intoxication, soit la fumée, soit au monoxyde d'azote, ce qui n'est pas la même chose. D'accord? Une intoxication à la fumée me paraît qu'une intoxication au monoxyde d'azote. Les patients ont néanmoins les mêmes lésions. Un incendie, il fait chaud, il y a de la fumée et il y a du monoxyde d'azote. Comment se fera le tri chez ces patients-là? Tous les patients qui arrivent et qui sortent de l'immeuble en courant, même s'ils sont noirs avec de la fumée partout, on va dire, même s'ils sentent la fumée, ils sont quand même des patients valides. Ils marchent. D'accord? Mais tous les patients qu'on trouvera dans les escaliers, assis, essoufflés, ou ne pouvant plus bouger, ou difficilement, seront déjà beaucoup plus graves que ceux qui sont sortis sur les deux pieds. Les patients qu'on retrouvera dans leur appartement, allongés par terre, seront plus graves que ceux qu'on a retrouvés dans les escaliers, en train de respirer, en train de faire des efforts pour descendre. Les patients qu'on retrouvera chez eux, en arrêt, sont les urgences absolues. Mais ceux-là, comment est-ce qu'on va les trier? Est-ce qu'on va les trier en disant, bah, ils sont déjà morts? Ou bien il faut les réanimer? Eh bien, c'est simple, il faut les réanimer. C'est les plus urgents. Il faut D'accord, donc d'abord merci. les... Nous avons encore 5 minutes pour vous. D'accord, très bien. Je vais conclure dessus en vous disant que le tri est l'élément le plus essentiel dans un service d'urgence. J'ai essayé de montrer l'historique du triage, de montrer la médecine de catastrophe et de finir par la médecine d'urgence dans un hôpital qui fait de la médecine d'urgence, donc dans un service d'urgence, pour vous montrer que les scores de tri, les scores de triage permettent justement de hiérarchiser les patients, de prioriser la prise en charge et d'adapter les thérapeutiques aux patients. Mais j'ai largement conscience que nous n'avons pas dans nos pays des protocoles aussi avancés que ceux-là
parce que le paiement à l'acte par les patients limite grandement ce que vous pouvez penser que ce soit une théorie, mais ce que moi je fais en pratique tous les jours. Et donc, effectivement, il faudrait qu'on adapte la médecine qu'on fait à nos communautés, mais la médecine étant un absolu, la science étant ce qu'elle est, nous ne pouvons que nous baser aujourd'hui sur les moyens que nous avons. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci.